Salut, c'est Vince. Dernières émissions consacrées au rock psychédélique aux États-Unis, comme promis en deux parties. Tout d'abord, un focus sur le Texas, et puis ensuite un pot pourri pour quelques albums tout à fait remarquables qui auront été produits dans différents États qui ne sont pas ni sur la côte ouest ni sur la côte est, vous l'aurez compris, ni bien entendu au Texas. Donc le Texas, un état un petit peu particulier, c'est un petit peu la terre du milieu en termes de rock psychédélique, parce qu'effectivement ils sont les fesses entre la côte est et la côte ouest, très au sud, à la limite, à la frontière avec le Mexique, et ça leur donne effectivement un goût un petit peu particulier du point de vue du rock psychédélique. Les influences principales pour les groupes au Texas sont très certainement le rock'n'roll, une influence très importante en particulier pour les groupes garage. Ensuite, le blues, bien entendu, très forte influence du blues, et puis pour certains groupes, la folk. Voilà, le Texas est aussi un label fameux, le label de Leland Rogers, le frère aîné de Kenny Rogers, qui a une carrière bien sûr monstrueuse aux États-Unis, en pop, en folk, en country, enfin bref. Leland Rogers donc fonde le label International Artists, qui a une réputation internationale, qui pour les collectionneurs de disques est très important, ce label, puisqu'il a en son sein des groupes tels que Golden Dawn et bien sûr le 13th Floor Elevators. C'est un label qui n'aura produit que entre 1965 et 1970 que 12 albums et une cinquantaine de 45 tours. Je vais y revenir bien sûr dans la sélection. Alors cette sélection qui est consacrée uniquement au Texas me permet d'avoir précisément du meilleur, du pire au meilleur. Voilà, ou disons pas du pire, mais disons dans mes préférences effectivement une gradation. Tous les albums ont un intérêt à être écoutés bien entendu, mais je vais aller effectivement cette fois-ci vers le meilleur, selon moi. Encore une fois, je rappelle que je ne parle que des albums que j'ai dans la discothèque, il y a des choses qui vont manquer, mais j'y reviendrai, ce sera peut-être l'occasion pour une émission spéciale où je vous demanderai quels sont, parmi tous les groupes que je vous ai proposés, tous les albums que je vous ai proposés, quels sont peut-être vos 15 préférés, et puis 5 dont je n'aurais pas éventuellement parlé. Ok, mais j'y reviendrai. Alors commençons tout de suite par cet album, qui est paru en 1968, c'est un groupe texan, bien entendu, c'est une émission sur le Texas. Alors, ce groupe, c'est The Smell of Incense, F.O.B. Alors la pochette, effectivement, vous pourriez me dire, oulala, peut-être se méfier de cet album. Alors c'est pas un grand album de rock psychédélique, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a sur cet album des titres vraiment très très intéressants. On va commencer par une reprise du West Coast Pop Art Experimental Band, et c'est The Smell of Incense, et la reprise, pour le coup, je la trouve vraiment très très bonne. Vaut aussi pour un combo, dont une reprise de Nadine de Chuck Berry, qui est vraiment, à la fin de la première phase, vraiment très très bien. Et puis il y a des titres vraiment insipides qu'il faut oublier. Et sur la deuxième phase, il y a un titre qui est le titre le plus long de l'album, avec une espèce de gimmick, c'est-à-dire une ligne de basse comme ça, qui est répétitive, qui crée une espèce d'ambiance de trance, et le morceau comme ça évolue. Alors on ne peut pas échapper effectivement au solo de batterie, dans ce long morceau, c'est And Another Thing. Mais voilà, je vous conseille cet album, 1968, sur Hip Records, tout à fait intéressant, mais pas indispensable. Autre album où là, l'influence du blues est tout à fait prégnante, on va dire. Ce groupe, c'est Salome, Sinclair and the Mother Bear. Voilà, pochette, on est bien dans l'ambiance hippie en quelque sorte. Là, la chanteuse, voix extrêmement puissante, très bluesy. Ils feront 2 albums, le premier ici en 1968, le deuxième qui s'appelle tout simplement Salome Sinclair, un petit peu moins intéressant, mais l'influence principale ici, c'est le blues, avec un titre par exemple tel que Mary Lapo. Autre titre, Be Born Again, voilà, très très rageur. On est vraiment dans un rock psychédélique
ou un blues rock psychédélique tout à fait intéressant. Encore une fois, c'est pas un grand album qui va vous bouleverser, mais il n'en demeure pas moins qu'il vaut d'être découvert, ce groupe du Texas. Salome Sinclair and the Mother Bear, 1968, deuxième album en 1969, Salome Sinclair, tout simplement. Alors ici, c'est un groupe particulièrement obscur, et la pochette, bien sûr, vous allez comprendre tout de suite. Groupe de Houston Fearless, un seul album à leur crédit, celui-ci paraît en 1969 me semble-t-il, c'est plus dans le style c'est du heavy rock, donc il y a des morceaux tout à fait remarquables, donc Not Fooling Me par exemple, je crois que c'est le premier titre de la première phase, vraiment excellent. On est dans du heavy rock psychédélique, orgue caverneux, voix très grave, caverneuse également, guitare très très efficace, à ce point qu'ils se permettent de reprendre Race with the Devil, un titre des Guns, de Mr. Gurwitz, qui fonderont plus tard Baker Gurwitz Army avec Ginger Baker. Bon bref, tout ça c'est une autre histoire et c'est pas du psychédélisme. En attendant, il y a de très très bons titres sur cet album, des titres moins intéressants, donc à part Race with the Devil, il y a une très bonne reprise aussi de Mr. Soul, du Buffalo Springfield. À découvrir, peu connu, c'est un album que vous pouvez vous procurer assez facilement, Houston Fearless. Alors là, ce groupe, qui n'aura fait que 2 albums, et en son sein, il y a une petite célébrité. Ce groupe, c'est Circus Maximus. Alors, en son sein, il y a 2 musiciens, Jerry Jeff Walker, c'est le plus connu, puisqu'il écrira un titre qui sera repris de moult fois, qui aura un succès dans la durée, comme ça, c'est Mr. Bojangles, qui parut en 1968. Ce musicien, donc Jerry Jeff Walker, rencontre Bob Bruno au Texas, et puis il file à New York pour signer sur le label Vanguard, qui est un label new-yorkais, et enregistrer 2 albums qui sont plus des albums de folk rock psychédélique, de bonne facture. Je préfère le premier, celui-ci, qui est sorti en 1967, donc Circus Maximus. J'ai une petite... Alors les influences sont très nettement folk, avec pour les titres de Jerry Jeff Walker par exemple un goût très Bird, définitivement, même pour le premier morceau qui est vraiment très punchy, vraiment excellent, qui est Traveling Around, qui est composé par Bob Bruno. Bob Bruno compose l'essentiel des morceaux avec Jerry Jeff Walker. Donc l'influence c'est la folk, le rock and roll, et puis aussi le jazz, avec le dernier titre de l'album qui est vraiment tout à fait excellent, avec la voix très particulière de Bob Bruno, qui est le titre Wind, qui dure un petit peu plus de 8 minutes. Il y a des titres qui sont moins intéressants, mais celui-ci, il y a cette patte, cette coloration très jazzy, qui est, voilà, je vous conseille. 2 albums, le premier en 67, deuxième en 68, et puis Jerry Jeff Walker aura une carrière très longue aux États-Unis, dans le style folk et country. Il enregistre, je crois, son dernier album en 2002. Il aura enregistré tout au long de ces décennies régulièrement. Circus Maximus. Alors, là, on est dans un groupe peu connu, en particulier parce que je crois que son premier album, celui-ci, bien sûr, ici, quand, je vous l'ai dit, quand il s'agit de réédition, je le précise, à quelques rares exceptions, quand il s'agit, je vous dis, une particularité sur les pressages originaux. Donc là, il s'agit bien d'une réédition sur le label Eva Records du groupe Josephus. L'album sort en 1970, je crois. Il est au départ sur un tout petit label. Et puis ils vont signer ensuite sur le label new-yorkais Mainstream, sur lequel je reviendrai bien entendu. C'est du hard rock psychédélique, très efficace. Donc cette réédition sur Eva Records, le label français, 1983, et ça commence même à dater pour la réédition elle-même, c'est très très efficace.
voilà, c'est très puissant. Il y a une reprise, si je ne me trompe pas, il y a une reprise de Gimme Shelter, c'est ça, des Rolling Stones, et puis le long morceau sur la deuxième phase, Dead Man, voilà, qui permet aux différents musiciens de développer tout leur talent. C'est un disque très bon. Le deuxième, dont ils ne sont pas très contents a priori, sera, je l'ai dit, sur le label Mainstream, à rechercher également. C'est tout à fait intéressant. Pour le pressage original de celui-ci, je crois qu'il va falloir, je l'ai déjà dit, c'est une expression que j'emploie souvent, casser la tirelire. Mais bref, bon, voilà. Ça se trouve en réédition depuis Eva Records, il a été réédité. Ce disque, c'est très bon disque de heavy rock psychédélique, plus heavy rock que psychédélique d'ailleurs, mais très bonne facture, groupe texan. Alors voilà un groupe texan qui va chanter les plaisirs de San Francisco, paradoxalement, qui a eu du succès, un succès constant pratiquement au cours de ces quatre albums. Il débute en 1968, je crois que le dernier album sort en 1970. Ce groupe texan, c'est Fever Tree. Ici, leur premier album, 1968, c'est un très bon album de rock psychédélique, avec un titre flamboyant pour moi, Man Who Paints the Picture, qu'ils reprendront d'ailleurs sur leur deuxième album. C'est un album qui est sur le label Uni, qui se procure assez facilement. Une guitare vraiment flamboyante du guitariste qui ici ne s'appelle que Michael, mais qui est Michael Nuts, avec un K au début. Voilà, très bon guitariste qui n'est présent que sur les deux premiers albums de Fever Tree et qui disparaît sur les deux suivants. Donc ça c'est le premier album de Fever Tree que je conseille vivement, avec le titre qui a eu du succès, hein, qui est San Francisco Girls justement. Donc une voix très grave encore une fois du chanteur. Alors ils vont faire beaucoup de reprises sur leurs différents albums. Sur cet album il y a des reprises des Beatles également. Bon, dans l'ensemble, franchement, à redécouvrir ou à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un très bon album. Tout comme le suivant, hein, je l'ai mis aussi, le suivant, je pense qu'il mérite tout à fait d'être écouté. Ils reprennent The Man Who Paints the Pictures sur cet album-là, dans une version légèrement différente. Deuxième album de Fever Tree, Another Time, Another Place, qui sort, je crois que c'est aussi en 1968, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, un album tout à fait, les deux sont tout à fait recommandables de Fever Tree. Alors là, on est, premier album que je vous présente qui est sorti sur le label International Artists. Donc ça, c'est le pressage original, je le précise. C'est Lost and Found, troisième album, je crois, qui sort sur le label... oui, c'est ça, IALP3 sur le label International Artists. Super pochette, hein, magnifique. Et là, on est dans une ambiance beaucoup plus garage. Un petit peu comme à la façon du 13 Floor Elevators, dont ils reprennent un titre d'ailleurs. Je ne veux pas dire de bêtises. Eh bien, Don't Fall Down, je crois, oui, c'est ça, Tommy Hall et Rocky Ralston. Très bon disque. Malheureusement, c'est un petit peu une constante sur le label International Artists, c'est que la production a souvent été un petit peu négligée, dirons-nous, par Mr. Leland Rogers. Il n'en demeure pas moins que c'est un superbe album sur le label International Artists. Donc 1967, hein, vous connaissez l'histoire. Donc pour les premiers albums qui sortent sur le label, ils sortiront à la fois en mono et puis en stéréo. Et puis je crois qu'à partir de 1968, à part dans les pressages promotionnels, tous les albums ne sortiront plus qu'en version stéréo. Voilà, c'est une curiosité pour les collectionneurs. Je crois que ici, moi, j'ai la version stéréo. C'est écrit en plus, donc 1967, Lost and Found, excellent album de garage rock psychédélique. Alors, je n'ai pas l'album qui sort sur le label de International Artists de ce groupe, qui est donc le groupe, au départ, c'est Bubble Puppy. Avec Todd Potter, et moi je n'ai que le suivant où Todd Potter n'est plus présent, ce n'est plus sur International Artists, donc on retrouve deux musiciens ici du groupe Bubble Puppy. L'album c'est Damian, c'est un très bon album de blues, rock,
psychédélique, tout à fait efficace, que je recommande. Je dois vous avouer que cela m'échappe à l'instant où j'en parle. Je ne sais plus, ici c'est une réédition hein, sur le label Klimt. Je ne sais plus sur quel label à l'origine est paru cet album de Demian. Il me semble qu'il sort en 1969. C'est un très bon album à redécouvrir. Donc des musiciens de Bubble Puppy qui eux ont signé sur International Artists. Je le disais tout à l'heure, International Artists, c'est 12 albums et c'est tout. Alors, encore un justement chez eux qui est excellent. C'est le dernier d'ailleurs qui sort en 1970 du label International Artists pour des groupes signés qui enregistrent un album. Ils n'enregistrent là qu'un seul album. Ça va me permettre de rebondir sur le précédent d'ailleurs, sur Bubble Puppy. C'est Handles and Cloud. Excellent album. Le premier morceau, c'est une tuerie. C'est Street Corner Preacher avec une guitare absolument explosive qui vous saisit immédiatement. Quel superbe album. On est plus là vraiment dans le blues rock psychédélique. Très efficace, avec un chanteur, une voix que vous n'oublierez pas. Et puis ces petits délires intermédiaires entre les morceaux. C'est vraiment un superbe album, sorti en 1970. C'est le dernier album studio du label International Artists, IALP12, vous l'aurez compris. Petite histoire donc, que je prolonge avec Bubble Puppy, je vous ai dit dans Bubble Puppy il y a Todd Potter. Et bien à la suite de la sortie de cet album, Handles and Cloud, Todd Potter va rejoindre le groupe pour former un groupe qui s'appelle Potter Sound. Ils sortiront un album qui est intéressant sans être indispensable. Celui-là par contre, super. Alors, un autre groupe new-yorkais dont on ne peut pas ne pas parler. Et oui, puisque en son sein, il y a un certain Bill Gibbons, bien sûr, c'est The Moving Sidewalks. Voilà, alors bien sûr, c'est une réédition, le pressage original. J'ai bien peur qu'il me faille casser, encore une fois, la tirelire ou le plan épargne le genre. Bref, alors, ici c'est une réédition chez Klimt. Quel est l'intérêt de cette réédition? Je n'ai pas le pressage original. Cette réédition, l'intérêt c'est qu'il y a l'album Flash, donc, qui sort en 1968 intégralement, plus des titres qui sont sortis en 45 tours. Donc c'est tout à fait intéressant. Pour ceux d'entre vous, les chanceux qui auraient le pressage original, eh bien, tant mieux pour vous. Sinon, pour les autres, recherchez cette réédition en raison précisément, vous avez 5 titres, hein, en plus de l'album, qui lui, l'album à l'origine est très court. Superbe album, où on voit que Bill Gibbons est tombé amoureux de la guitare de Jimi Hendrix, sans aucun doute, c'est du blues rock psychédélique, d'une efficacité redoutable. C'est une excellente introduction à ce que fera ZZ Top, en particulier sur les 2 premiers albums de ZZ Top. Il ne faut pas exagérer, mais on sent la patte est là, le blues rock est là. Et, pardon, avec bien sûr cette coloration psychédélique, vous le voyez sur la pochette, qui est bel et bien présente. Superbe, grand album de rock psychédélique texan, sans aucun doute. Bien sûr, impossible de ne pas évoquer ce groupe qui est un des groupes fleurons du label International Artists. Encore, hein, vous comprendrez que ce label, il est au cœur un petit peu du rock psychédélique texan, un petit peu d'albums sont sortis. D'ailleurs, tous les albums qui sont signés, qui vont sortir sur le label International Artists, ne sont pas des albums de rock psychédélique ou de garage rock psychédélique. Hein. Il y a Lightning Hawkins, par exemple, qui va signer sur ce label, qui sera un des 12 albums qui sortira sur le label de Leland Rogers. Alors, bien sûr, ce groupe, c'est The 13th Floor Elevators. Que dire? Il est fort probable que j'aurais pu citer et vous présenter tous les albums du 13th Floor Elevators parce que je les aime tous. Mais j'ai choisi de ne vous en présenter que 2. Le premier, c'est Easter Everywhere, c'est une réédition ici. Alors c'est pareil, là pour les pressages originaux, il faut sortir les billets, mais je crois que c'est... Le prix des pressages originaux est tout à fait exagéré, je pense, puisqu'ils ont eu un certain succès, en particulier avec le premier album et You're Gonna Miss Me, le fameux titre de Rocky Erickson.
J'aurai l'occasion d'y reparler dans une émission, justement, la cotation des disques, l'Argus des disques. Voilà, c'est tout à fait subjectif, c'est tout à fait irréel, et je pense que parmi les groupes où il y a une part de totale irréalité dans le prix des pressages originaux, il y a bien le 13th Floor Elevators. Bon, peu importe. Ici, le deuxième album, pourquoi? Parce que pour moi, c'est définitivement le disque le plus psychédélique du 13th Floor Elevators. C'est le deuxième album studio qui sort en 1968 du groupe. Stacey Sutherland, Tommy Hall avec sa cruche électrifiée qui donne cette coloration psychédélique avec des sons très très étranges, et puis bien sûr Rocky Erickson. J'oublie le nom des autres musiciens, mais heureusement à l'arrière vous avez leur nom. Donc il y a Dan Galindo à la basse et puis Danny Thomas à la batterie. C'est un grand album de garage psychédélique. Alors pourquoi ce pressage? Alors déjà je n'ai pas ici le pressage original de Easter Everywhere. Ici c'est une réédition. Quel est l'intérêt de cette réédition? Vous voyez, c'est un double album. Il se trouve que Easter Everywhere a bénéficié, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une sortie promotionnelle en mono uniquement. C'était d'ailleurs, donc la version mono de l'album n'existe que en promo, donc en version promotionnelle qui était distribuée aux disques jockey, aux radios, etc. Enfin bref. Et puis l'album sinon est sorti en version stéréo. Donc cette réédition vous permet d'écouter les deux versions de l'album, dans sa version mono et dans sa version stéréo. Et bien figurez-vous que je préfère largement la version mono. Alors pour quelle raison? Eh bien parce que déjà la cruche électrifiée est un petit peu plus en retrait. De même que la voix de Rocky Erickson, elle est un tout petit peu plus en retrait, et puis ce qui fait que la guitare est un petit peu plus en avant. Oui, donc finalement il y a un équilibre qui est quasiment parfait, je trouve, sur la version mono, alors qu'il y a la version stéréo, pour moi, évidemment l'album est excellent, mais elle est un petit peu bancale, je dirais. Voilà. Bien sûr, superbe album de 13th Floor Elevators. Pour la petite histoire, effectivement, Rocky Erickson a composé le fameux titre You're Gonna Miss Me, qui est d'abord paru sur des labels obscurs, puisque la première version, je crois, sort en 1965, avant d'être récupérée sur le label dans une autre version par International Artists et Leland Rogers, quand il les signe. Bien sûr, c'est le titre qui lance la carrière du groupe, et puis le groupe, à l'usage de drogue, voilà, successif, va un petit peu sombrer à la suite de ce deuxième album. Rocky Erickson sera, eh bien, plutôt que d'aller en prison, puisqu'il aura été pris plusieurs fois à la main dans le paquet de drogue, de marijuana ou autre, eh bien, acceptera à un moment donné, plutôt que d'aller en prison, eh bien, d'être interné dans un hôpital psychiatrique, et malheureusement ça aura des conséquences tout à fait délétères sur sa santé mentale, puisqu'il subira des chocs électriques, bref. Donc Rocky Erickson reparaîtra difficilement dans les années 70 et 80. Bref, il y aura tout de même un dernier album qui sera produit par le 13th Floor Elevators sur le label International Artists. Cet album, je le présente parce que je trouve qu'il est mal aimé, et à tort, totalement à tort. C'est le dernier album du 13th Floor Elevators, c'est un album studio. D'aucuns diront, bon, c'est une espèce de collage de tout un tas de titres comme ça où plus personne n'y est vraiment. C'est sûr qu'aux manettes, il y a plus Stacey Sutherland, le guitariste, que Tommy Hall et Rocky Erickson, qui malgré tout chantera sur plusieurs titres de cet album, et en composera au moins un fameux qui est May the Circle Be Unbroken, qui est une pure merveille. Alors c'est cet album, ici c'est le pressage original, Bull of the Woods, mal aimé, parce que je pense méconnu. Donc c'est un superbe album du 13th Floor Elevator. Je le préfère au live, qui lui-même serait un collage de titres variés d'enregistrements avec en overdub des applaudissements d'un public qui n'existe pas. Enfin bref, ça c'est le mythe. Donc c'est pourquoi je le préfère. Je le présente ici, ce sera le dernier de la sélection. Je pense qu'il mérite d'être redécouvert par tous les fans du 13th Floor Elevators, et puis par ceux qui ne connaissent pas, tout simplement. C'est un superbe album avec des compositions magnifiques de Stacey Sutherland. Voilà.
c'en est fini de cette présentation. C'était un petit peu plus court que les autres vidéos, mais voilà. Un focus sur le Texas. Vous allez me dire, mais il y a tout un tas de groupes dont il n'a même pas parlé. J'ai évoqué Golden Dawn, j'ai pas parlé du Shiva Z Band, etc. Pourquoi? Parce que je les ai pas en vinyle. Donc c'est pas la peine que je... Voilà, c'est la politique du Bibi, du Vince. It's me, cares about you. Allez, salut, à la prochaine.